Bon voilà, c'est un moment un peu particulier aujourd'hui puisque Jean-Christophe était déjà sur scène. Il rempile avec vaillance. Hein. C'est un sportif de haut niveau. Rien ne lui fait peur. Une belle rencontre aujourd'hui entre. Alors, ce qui est cool avec les écrivains quand on fait des duos comme ça, c'est on se demande toujours s'ils vont s'entendre, s'ils vont pas un peu s'écharper. Des fois, ça peut être un peu délicat. Aujourd'hui, on a des gens qui se connaissent bien, qui ont une passion commune pour le reportage et l'aventure, qui sont aussi des sportifs, des alpinistes, des gens de la montagne. Et vous voyez ils sont slim, hein. Ils n'ont pas confiné, ils sont en pleine forme. On les accueille pour deux beaux romans. Une suite pour Jean-Christophe Ruffin, Dorel le Consul, et puis Olivier Weber. J'ai découvert un livre vraiment très très sympa, très délicat et en même temps qui dit des choses assez dures sur la corruption. Alors Olivier Weber qui a fait le tour du monde, il n'est pas parti loin pour cet ouvrage. Alors Olivier, on va vous présenter un peu pour les gens qui vous connaissent pas ou qui vous connaissent moins bien. Olivier Weber, vous êtes grand reporter, vous êtes aussi un aventurier, vous avez été grand reporter au Point, vous êtes prix Albert Londres, vous êtes un journaliste reconnu qui a de la bouteille. À 20 ans, vous étiez en Afrique, au Yémen, au Sahara. Vous avez aussi bien connu l'Himalaya. Vous avez été ambassadeur de France itinérant. C'est un point commun avec Jean-Christophe Ruffin, puisque vous avez été d'une certaine façon diplomate. Vous avez, il n'y a pas longtemps, je crois, écrit un nouveau livre sur Joseph Kessel, qui est une de vos passions, hein, et un film sur le Cambodge et le Mexique. Hein, voilà, on vous présente. Et là, c'est ce roman qui s'appelle L'arrière-pays. Alors, c'est un ouvrage assez particulier parce que ça commence en montagne de façon assez bucolique. On rencontre un berger qui s'appelle Jonathan. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait des études de droit, qui est berger un peu par amour de la montagne et puis surtout parce qu'il est un peu en rupture de banc avec la société. C'est quelqu'un qui a eu une enfance difficile, qui a été recueilli par un médecin. Alors, Jonathan, c'est à la fois un poète, un berger qui fait du fromage, et puis en même temps, on sent que sa vie dans les alpages va très vite tourner au drame. Hein. Comment vous est venue l'idée de cette mise en place, vous qui avez fait le tour du monde, d'installer cette histoire dans, on peut dire, l'arrière-pays niçois, on peut dire ça ou pas? C'est pas dit dans votre livre, hein? Oui, c'est pas dit. Alors l'arrière-pays, c'est un arrière-pays imaginaire, qui est un peu le contre-champ d'une côte imaginaire, avec un grand C. En fait, la côte, évidemment, c'est la Côte d'Azur, et l'arrière-pays, c'est l'arrière-pays niçois. Mais vous avez très vite, pour ceux qui connaissent cette partie de la Côte d'Azur, une montagne qui monte au-dessus de Monaco, de Menton, au-dessus de Nice. On est très vite dans les Alpes ou les Préalpes. Et le PNB par habitant se divise par deux tous les 10 km pratiquement. Et c'est pas une vision manichéenne, mais Jonathan, qui est mon personnage principal, donc le berger, qui fait des études de droit dans la ville de Paix. La ville de Paix majuscule, c'est la ville de Nice, en fait. C'est quelqu'un qui va transgresser ses frontières. Et en fait, même si je dis au départ que tout est absolument faux, donc tout pourrait arriver, il y a quand même beaucoup d'histoires vraies ou de personnages vrais. Et pour répondre à la question, ce qui m'intéressait, c'est justement ce contre-champ entre l'arrière-pays, même s'il est imaginaire, et puis cette côte avec cette histoire de corruption sur fond de romans policiers, mais surtout c'est l'histoire des personnages. Et voilà, je me dis que c'est pas la peine non plus d'aller au bout du monde pour chercher des personnages extraordinaires. Et ce qui m'intéresse dans le personnage de Jonathan, ce berger qui va connaître des événements très forts, y compris par l'amour, mais aussi par la perte d'un ami qui est son meilleur ami, qui était un peu plus âgé que lui, qui avait 28 ans et qui était un des meilleurs grimpeurs en France, si ce n'est en Europe. Et le fameux Guillaume, hein. Voilà, Guillaume, le fameux Guillaume Lacoste. Hein. Tout à fait. Il va disparaître et on va retrouver son corps recraché par un glacier des années après, et le corps va parler. Et pour Jonathan, mon héros, tout d'un coup, c'est la catharsis, c'est une nouvelle vie, c'est une rupture. Et il va descendre de sa montagne et il va retourner sur la côte où il a fait des études avec Léna, sa petite amie. Et vous savez, en fait, quand on fait des romans, et Jean-Christophe est mieux placé que moi pour le dire, c'est qu'il suffit de regarder les gens, en fait. Qu'on aille au bout du monde ou pas, qu'on aille simplement dans les arrière-pays ou dans les campagnes ou dans les villes ou dans les banlieues, des dizaines, des centaines d'histoires à raconter, surtout de personnages incroyables. Et là, Jonathan, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est pas d'un bloc. En fait, il a des failles, il a des vertiges, il a des fragilités, il a des faiblesses, comme Léna, d'ailleurs, sa petite amie, qui, elle, vient
d'un milieu beaucoup plus aisé. C'est la bourgeoisie de la Côte d'Azur, mais elle devient, en tant que juriste, la juriste attitrée d'une ONG humanitaire qui va enquêter sur la pollution. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est les ruptures. C'est la rupture. Et puis alors, cette Léna Huguetto, hein, dont le père est un entrepreneur influent, un peu véreux. Hein, on le découvre ensuite dans le roman, on va pas le spoiler, mais elle est un peu le fil rouge. Son père aussi, d'ailleurs. Hein. Elle est un peu Jonathan le berger et Léna, on va dire la petite blouson dorée de la côte qui est en rupture de banc. Hein, alors ils défendent une cause qui est à la fois une cause. On va très vite découvrir que la corruption est au cœur du roman. Et alors la première question qu'on se pose, parce qu'on découvre tout de suite que c'est Nice, pourquoi vous ne nommez pas les choses? Parce que j'ai voulu dépasser l'enquête, même s'il y a beaucoup d'enquêtes, et il se trouve que j'ai vécu dans cet arrière-pays niçois dont je suis originaire, par une partie de ma famille, et puis je suis descendu, comme Jonathan, sur la Côte d'Azur, faire des études avant de partir à l'étranger, les finir. Et parce que vraiment, on est dans un monde imaginaire en même temps très réel. On est sur ce contre-champ, sur ce miroir qui est l'arrière-pays de la Côte d'Azur. On va se dire, on est manichéen, là, c'est la pauvreté. Parce que vous savez, ce genre de paysage, c'est très escamoté en fait. Ce sont des petites parcelles de quelques mètres carrés. La paysannerie est relativement modeste. Et puis évidemment, quand on descend à Menton ou Nice, c'est autre chose. Mais j'ai pas voulu faire une enquête, alors que c'est le fruit d'enquête au pluriel. Et en même temps, alors ce que disent les magistrats et les policiers, ils disent, finalement, par rapport à ce qui se passe à Nice, où tout est en osmose, en alchimie entre le légal et l'illégal, entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Et bien à côté de Nice, Marseille est un jeu d'enfant parce qu'on sait où sont les quartiers difficiles, on sait où sont les trafiquants, etc. Alors que Nice, tout est alambiqué, en symbiose. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans cette enquête, c'est de voir que finalement tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Ça, c'est le fond, c'est le décor géographique et on va dire du roman policier. Mais en même temps, les personnages aussi n'ont pas de frontières très strictes. Il y a une césure assez floue entre le bien et le mal, l'action et l'inaction. D'ailleurs, vous jouez beaucoup de ça, Olivier. Vous jouez beaucoup de ce jeu de frontières, de ce jeu de frontières géographiques entre l'arrière-pays, la descente, la vallée, le bord de mer, les casinos, les lieux de plaisir et de fric. Et vous jouez beaucoup des frontières aussi entre les milieux. Hein. Léna, c'est une fille de riche, mais qui a des prétentions écologiques, qui se bat, quoi. Hein. Les personnages sont un peu entre deux. Marco, l'ami de toujours, on sait pas de quel bord il est. Le père Huguetto, on ne sait pas, je veux dire, s'il est vraiment aussi corrompu que ça. Vous jouez beaucoup sur les lisières, j'allais dire, pour. Oui, absolument, parce que c'est d'abord. Cette zone d'arrière-pays est une zone de frontière, d'enclave. Vous savez, en fait, pour ceux qui connaissent, hein, là, c'est pas imaginaire, c'est la réalité. C'est une enclave pratiquement en Italie qui s'appelle la vallée de la Roya. Le bas de la vallée du petit fleuve, la rivière, la Roya, est italien, donc, et le haut est français. Et voilà, quand l'hiver, il y a des éboulements ou des glissements de terrain, la vallée est coupée. Moi, j'en reviens, j'étais une partie de l'été. C'est en dessous de la vallée des Merveilles et du Mercantour. On peut rester enclavé une bonne partie de l'hiver. Et ça me passionne parce que finalement, les mentalités dépendent de la géographie. C'est un truisme, mais là-bas, c'est encore exacerbé. Et toute ma vie, moi, je n'ai cessé que d'essayer, je ne sais pas si j'y suis arrivé, de transgresser les frontières. Et les frontières me passionnent. J'ai fait ce livre qui s'appelle Frontières au pluriel, où j'ai démarré le voyage dans la montagne, aussi entre l'Iran et l'Irak, pour finir à Menton, sans rentrer vraiment en France, vraiment la frontière italienne, côté 20 000. Et je fais raconter une frontière, non seulement par les écrivains voyageurs qu'on aime beaucoup avec Jean-Christophe, ça va de Cervantes à Rimbaud ou même à Nietzsche, mais aussi par les gens qui la traversent, cette frontière, ou qui la transgressent. Et la transgression est importante. Et on est dans un pays merveilleux et un pays aussi de castes. Comme tous les pays, il y a des castes visibles et des castes invisibles. Et mon héros, Jonathan, va passer ces castes, un peu comme Martin Eden de Jack London, sauf que Martin Eden se finit tragiquement. Et là, lui, Jonathan, justement, va non pas se révolter, il va essayer de passer naturellement ces frontières géographiques. On lui propose d'être croupier, il préfère devenir maître nageur. Il essaye effectivement de passer entre les lignes. Ce thème de la transgression, on le retrouve chez Jean-Christophe Ruffin avec Aurèle Timescu. Alors c'est le troisième volet. Moi je pense qu'il y en aura plus, Jean-Christophe, et vous nous direz si c'est un scoop ou pas. Alors on retrouve le personnage du consul que vous décrivez avec tendresse. Hein. C'est un gars un peu perdu, qui s'habille un peu n'importe comment, qui est toujours entre deux verres de blanc, qu'on a tendance à prendre pour un idiot alors qu'il est diablement intelligent et malin.
C'est un personnage d'instinct, et c'est un personnage qui transgresse aussi les lois et les usages de la diplomatie. Hein, il est toujours en pétard avec la DRH du Quai d'Orsay, qui l'envoie dans des postes avancés où personne ne veut aller, où personne ne l'attend. C'est un personnage de vraie transgression qu'on voit pas venir. C'est un peu entre Colombo et Hercule Poirot. Hein, on se méfie pas trop. Et puis finalement, il arrive d'enquête en enquête à lever de gros lièvres. Hein. On parle de corruption dans votre roman, Olivier, mais là aussi, il met le doigt sur une affaire pas très claire, non? Oui, alors, si je peux faire juste un petit retour sur le livre d'Olivier, parce que, juste un mot, mais c'est vrai que ce qui est très réussi dans son livre, c'est le fait qu'il démontre qu'au fond, il n'y a pas une opposition entre nature et ville, par exemple, mais qu'il y a des interpénétrations des deux, c'est-à-dire qu'on retrouve dans sa montagne, dans sa campagne, des influences, des problématiques, des drames, d'ailleurs, qui viennent de la ville. Et il y a ce mélange, et même son héros, là, est très, comment dirais-je, il revient dans la nature, il revient dans la campagne, dans la montagne, mais avec ce détour par la ville et par des études supérieures. Et ça me rappelait, parce que dans le village où je passe le plus clair de mon temps, dans les Alpes, il y a comme ça un couple qui sont vraiment originaires du coin, mais qui ont fait des études. Lui, il est professeur d'économie à Grenoble, mais ils ont un alpage. Alors l'été, il y a les Parisiens, les Lyonnais, tout ça qui passent, puis qui disent à la fille, ah, ma brave dame et tout. Enfin, il leur parle comme à des bouseux, alors que le gars, il est agrégé d'économie. Voilà. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au fond, cette vision complexe de la nature, moi, j'y étais vraiment sensible. D'ailleurs, dire encore un mot de ça, c'est que pendant le confinement, c'était très intéressant de voir que, moi j'ai passé le confinement là-bas justement, qu'au fond la nature n'était pas à l'écart de ce qui se passait. Il y avait les hélicoptères qui surveillaient, etc. C'est-à-dire que cette idée qu'il y aurait une sorte de lieu de corruption que serait la ville et puis de lieu qui serait un paradis en dehors, bah, c'est vrai qu'elle a du plomb dans l'aile et on le voit très bien dans le livre d'Olivier. Voilà. Maintenant, pour parler du mien, ben, Aurel, moi j'ai créé comme un double, c'est-à-dire que quand je suis rentré c'est drôle parce qu'on a eu une expérience diplomatique en même temps, Olivier et moi. En même temps, ouais. Voilà. Sauf que moi j'étais en poste fixe, si j'ose dire. J'étais plus lui, il est comme dans la gendarmerie, on dirait qu'il était dans la mobile, moi j'étais dans la territoriale. C'est-à-dire que j'avais en charge une ambassade fixe avec une équipe fixe. Et une grosse équipe en plus. Et quand je suis arrivé, mon prédécesseur m'a dit, tu vas voir, tout le monde est formidable dans cette ambassade, tout le monde travaille, sauf... Et là, il m'a présenté Aurel. C'est-à-dire que, parce que Aurel est quand même calqué sur un de mes anciens collaborateurs, il faut le dire. Hein, voilà. Donc quelqu'un qui ne voulait rien faire. Et Jean-Christophe, vous l'avouez maintenant, il y a 2 ans, au début de la série, vous étiez plus discret, hein? Oui, parce que j'avais peur qu'il le prenne mal, puis finalement, Non. Bon. Bah non, c'est devenu une star, quoi. C'est devenu une star, oui, mais... Non, bref, en tout cas, disons... Non, mais surtout, les diplomates le reconnaissent tous, parce que c'est un personnage qui est très connu dans le milieu. Voilà, c'est un type qui est d'origine roumaine, qui a été racheté à l'époque communiste par la famille qu'il avait à l'Ouest, qui a joué du piano dans des bars, pour ne pas dire pire, pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il se marie avec une Française, il acquiert la nationalité française et il entre dans la diplomatie par une toute petite porte. Bon. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai voulu un peu raconter des histoires qui étaient liées à l'expérience internationale qui était la mienne, je ne pouvais pas tellement le faire à la première personne, parce que c'est un peu comme les médecins, ça on peut pas... Il y a le secret professionnel, on ne peut pas raconter directement ce qu'on a fait, ce qu'on a vu. Et donc, en créant un personnage un peu décalé, ça me permettait, au fond, de raconter des choses qui sont toutes, hein, j'insiste, enfin, tous les éléments dans ces livres, ces 3 livres, sont des éléments qui sont tirés de la réalité, de l'expérience. Alors après, c'est la sauce qui était une sauce de fiction. Mais toutes les briques, si je puis dire, sont tirées de l'expérience. Voilà. Et donc Aurel me sert à ça, puis je l'aime bien, et je me suis rendu compte que, bon, moi je l'aimais bien, ça, à la limite on s'en fiche, mais que les lecteurs aussi l'aimaient bien, et que finalement il crée une sorte de familiarité. Et quand on a commencé à le suivre, ben souvent, voilà, l'expérience montre qu'on continue. Voilà.
Alors moi, je continue aussi. Et maintenant, quand je me promène, quand je vais en voyage, je l'emmène. Et Avec je vous me dis, je vois quelque chose, je me dis, tiens, je vais mettre Aurel là-dessus. Et voilà, ça me donne des idées. Alors Jonathan, c'est la vallée de la Roya, hein, je veux dire, cet arrière-pays niçois. Là, Jean-Christophe, vous nous emmenez à Bakou, en Azerbaïdjan. Alors Bakou, dans l'esprit des gens de ma génération, c'est 3 puits de pétrole, on peut dire une démocrature, un pays un peu perdu. Enfin bon, c'est sur la carte du tourisme mondial, c'est quand même pas le premier endroit où on signe, quoi. Hein. Ah oui, on a tort. Ben là, ben voilà. Alors. Non, c'est un pays. Alors. En effet, sur le plan politique, c'est un pays qui est gouverné par un clan. C'est les pays du Caucase, avec souvent des structures très claniques. Là, c'est un clan, effectivement, qui domine, une sorte de famille, est au pouvoir. Bon, alors, en effet, si on juge les choses en termes de droits de l'homme, etc., il y aurait sans doute beaucoup à dire. Mais il n'empêche que c'est une ville, Bakou, c'est une ville très agréable, parce que quand, au XIXe siècle, on a commencé à exploiter le pétrole, qui était connu en fait depuis toujours, puisque les Zoroastriens, enfin ce culte du feu, c'était le naphte qui affleurait comme ça et qui brûlait. Alexandre Dumas, quand il a traversé le Caucase, raconte que des bateliers qui l'ont emmené sur la Caspienne pour s'amuser de nuit, comme ça, ils ont attendu qu'il fasse sombre. Et puis, il y en a un qui a jeté une torche dans la mer, et la mer s'est enflammée parce qu'évidemment, le gaz qui passait dessous, etc., faisait brûler autour de la barque. Et Dumas raconte ça. Mais à l'époque, on ne faisait rien avec le pétrole, à part juste des cultes comme ça, qui étaient... On n'en s'en servait pas. Et puis, au XIXe siècle, évidemment, c'est le début de l'automobile, de l'exploitation du pétrole. Et là, tout d'un coup, les paysans d'Azérie deviennent très riches. C'est ce qu'on raconte toujours, c'est le type qui creuse au fond de son jardin, et puis il y a un puits de pétrole qui sort, et en un instant, il devient milliardaire. Bon. Et donc, ces paysans, parce qu'au fond, ils n'avaient rien, qui se sont retrouvés avec tout cet argent, ils sont allés, ou en France, en Angleterre, mais beaucoup en France, chercher des architectes, chercher des artistes pour se construire une capitale. Voilà. Et ils ont construit Paris. Ils ont construit une capitale haussmannienne. Donc, vous arrivez là, et vous avez des immeubles en pierre de taille, enfin Paris, mais plus propre, et avec des cafés. Bon, ils sont musulmans, mais les soviétiques sont passés par là, donc ils ont beaucoup laïcisé. Donc vous pouvez boire votre petit verre de blanc en terrasse, qui est important pour Aurel. Hein. Et donc, voilà, moi je trouvais ça rigolo. Pour une fois, alors qu'il va toujours dans des postes un peu abandonné, pourri, un peu. Là, il est bien, il est content, il arrive, il est bien. C'est une erreur de l'administration en fait. C'est-à-dire que les gens l'ont nommé là en lui disant on va le mettre là-bas, il va. Et puis non, il est très bien et il a envie de rester. Mais il est reçu comme un chien par l'ambassadeur, qui lui dit vous savez, moi je vous connais, hein, votre réputation vous a précédé, vous allez vous installer dans un bureau et surtout vous allez ne vous intéresser et toucher à rien. En clair, il a un mandat d'immobilisme et on lui dit dans 3 semaines, vous ne serez plus là. Ça nous est tous arrivé. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont on sait qu'il ne faut pas trop les prendre dans une équipe si on veut vraiment que ça marche. Quoi. Mais lui, il se trouve que quand il est nommé, l'ambassadeur n'est pas là, puisque sa femme est décédée, il est parti pour les obsèques. Donc ça se fait un peu dans son dos. Quand il revient, il trouve Aurel, dont tout le monde sait qu'il ne va rien faire. Quoi. Donc c'est une plaie dans un poste. Et donc, ils veulent le mettre à la porte. Et je trouvais ça rigolo, pour une fois, de le faire agir à contre-emploi, parce que d'habitude, il est dans des postes, en Afrique en particulier, où il n'aime pas trop la chaleur et tout ça, donc il n'a qu'une envie, c'est de s'en aller. Et là, tout d'un coup, c'est le contraire, il veut rester. Mais on veut pas de lui. On veut le mettre à la porte. Et en centrant les choses, cette fois-ci, sur le personnage de l'ambassadeur, parce qu'au fond, tout tourne autour de ce personnage, c'était l'occasion, parce que dans tous ces livres, ils sont légers, mais ils ne sont pas gratuits. Je ne veux pas qu'ils soient gratuits. Je veux qu'on apprenne quelque chose et qu'on se pose des questions, en s'amusant, bien entendu, mais que derrière, en suivant Aurel, finalement, qui n'a l'air de rien, on découvre de vrais problèmes. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet de savoir, au fond, ce que c'est qu'un diplomate aujourd'hui, ce que c'est qu'un ambassadeur aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'il peut et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? À quelle pression est-ce qu'il est soumis ?
Vous voyez, à quelle tentation il est soumis. Vous avez des gens qui, moi je l'ai vécu à titre personnel, enfin, qui sont en poste avec toute la puissance que leur donne la représentation d'un grand pays comme le nôtre. Si vous êtes ambassadeur de France, c'est pas rien, vous représentez quelque chose, mais vous êtes loin. Vous êtes loin et vous êtes seul. Enfin, vous êtes seul, vous êtes vulnérable. Et Olivier le sait, il y a des pressions, il y a des... moi, j'ai vécu ça au Sénégal, par exemple. J'avais un collègue, enfin, il n'était pas ambassadeur, mais il avait le rang d'ambassadeur, c'était le représentant du FMI. Il était en négociation tendue avec le gouvernement. Et un jour, il rentre chez lui, un soir, il rentre chez lui, on l'avait cambriolé. Mais on ne lui avait rien volé. On avait juste mis la photo de ses 3 enfants sur le lit. Vous voyez, en évidence, vous savez. Et bien, quand ça vous arrive, on a une impression de grande c'est un message, vulnérabilité. c'est un vrai message. C'est un message, ça veut dire, la prochaine fois, il va se passer quelque chose. Et moi, il m'est arrivé plusieurs fois de faire activer des dispositifs qu'on a dans les résidences et autres pour se protéger. Vous savez, dans les résidences de France, vous avez souvent de très beaux gazons, des parterres de gazon devant. Alors tout le monde trouve ça joli, on pense que c'est pour les jardins à la française. Non, en réalité, c'est pour faire atterrir des hélicoptères et permettre, il y a des plans d'évacuation, etc., qui sont là pour permettre, au cas où ça tourne mal, d'évacuer le personnel diplomatique, voire... Ces images de l'ambassade américaine de Phnom Penh, quand il a fallu l'évacuer, je veux dire... Et donc, du coup, là, derrière, si vous voulez, à travers le face-à-face d'Aurel, le petit consul, qui finalement... il a ses petits bras, voilà, et lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ne le foute pas à la porte. Et cet ambassadeur qui veut sa peau, finalement, eh ben, c'était l'occasion pour moi un peu de reconstituer le parcours d'un diplomate, mais un parcours un peu emblématique, à mon avis, de ce qu'est aujourd'hui un ambassadeur dans des situations, surtout des situations à haute tension économique. Parce que dans tous ces pays qui sont des pays pétroliers, il y a des grands contrats, il faut signer, avec une concurrence internationale, des contrats pétroliers, des contrats d'armement, des contrats d'équipement, etc. Et les diplomates sont soumis à des pressions. Et donc, il y a un vrai contexte géopolitique. Il y a un contexte aussi d'actualité. L'Azerbaïdjan, c'est pas simple en ce moment. C'est pas le pays le plus calme je veux dire, des ex-républiques de l'Est. Alors c'est Olivier qui connaît bien la guerre, parce que ce sont les 2 pays voisins, Arménie et Azerbaïdjan, sont en guerre avec le Karabakh, sur lequel tu es en train de faire un film. Je ne sais pas si tu as fini. Non, tu n'as pas encore. Non. Et alors ça, Olivier connaît mieux que moi, parce que je ne connais pas le Karabakh, mais c'est évidemment une pomme de discorde. Il y a des zones qui sont des zones militarisées où on ne peut pas aller. Les 2 pays sont en guerre et la structure géographique des 2 pays est telle qu'en fait, ils se tiennent par la barbichette parce qu'ils ont des enclaves. L'un dans l'autre, ils ont des enclaves qui d'ailleurs jouent un rôle dans le roman parce que... Cette fameuse enclave où la femme de l'ambassadeur a été retrouvée morte. Elle est morte en prenant des photos, elle meurt par accident théoriquement en prenant des photos dans une citadelle qui est à la frontière. Alors c'est le Nakhichevan, c'est très particulier, c'est une exclave, c'est-à-dire une enclave extérieure, si je peux dire, comme il peut y avoir, je sais pas, en Oman, Moussamdam, etc. C'est des bouts de territoire qui sont en dehors du territoire. Et en même temps, c'est de là que vient le clan au pouvoir, d'ailleurs, c'est très intéressant. C'est à la frontière iranienne, donc c'est un lieu à haute tension parce que l'Iran, comme vous savez, est soumis à un embargo sur son pétrole. Et il y a là un endroit où peuvent se faire des échanges parce que personne ne va trop y voir. Donc il y a des mafias qui sont là-bas, etc. Donc le fait que cette femme meure dans ces conditions est quand même suspect. Ouais. Voilà. Ça alerte tout de suite Aurel. Alerte Aurel, et donc du coup, en tirant ce fil, voilà, mais c'est Aurel, c'est-à-dire que tout ça, c'est parce que vous avez parlé d'Hercule Poirot et tout ça, mais lui, c'est pas un enquêteur rationnel. C'est un enquêteur au vin blanc, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il picole, il se trouve à un moment donné dans un état de conscience, il joue du piano, il est un peu en train de rêver, et au fond, ça fonctionne un peu comme les écrivains, enfin, qui ne boivent pas tous du... Mais Simenon disait qu'il reconnaissait quand il lisait un roman quelle était la
substance que buvait l'auteur. Alors, ça boit un peu de vin dans l'alpage, hein, pour Jonathan. Alors Jonathan, il a un petit milieu de gens dont il est proche, quoi, hein, en qui il a confiance. Il a surtout perdu son ami alpiniste, hein, Guillaume. Il a un copain qui s'appelle Marco, qui est croupier, qui a gravi les échelons, je veux dire, de la société des bains de mer et des casinos à une vitesse hallucinante, hein. Et ils sont nés presque ensemble dans un alpage. Il y en a un qui roule en Porsche et l'autre est toujours avec ses chèvres. Vous décrivez assez bien la perméabilité entre les pouvoirs de l'argent, l'écologie, les liens très ténus entre les industriels, le pouvoir politique, entre les prébendes et les passe-droits. Quand on a terminé votre roman, on se dit mais tout est pourri dans l'arrière-pays niçois et sur la côte. Où est-ce qu'il y a un peu d'espoir ? L'espoir, c'est dans les personnages, parce qu'évidemment, encore une fois, il y a cette osmose entre l'illégal et le légal. Il y a beaucoup de batailles, par exemple, sur les faux permis de construire. Il y a des choses incroyables qui se passent. Moi, je trouve que j'ai une partie de ma famille, donc encore là-bas, sur le littoral, et on me raconte que, par exemple, maintenant, ce sont beaucoup les Russes qui achètent. Et quand vous avez une maison de 200 mètres carrés, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs à vendre des maisons. Bien souvent, c'est en Espagne, au-dessus d'Aise, au-dessus de Monaco, etc. Que font les Russes ? Ils creusent en dessous, ils font 2-3 étages en dessous, puis ils font sortir par là ce qu'on appelle la terrasse, la planche, derrière du lierre, il faut sortir une fenêtre. Vous avez 300 mètres carrés illégaux. Et donc voilà, non, mais il y a beaucoup d'espoir dans les personnages. Alors pour répondre aussi à la question précédente, c'est que tout est parti d'un portrait d'un hameau qui existe réellement, qui est donc au fin fond de la vallée des merveilles. Et là, il y a un médecin que j'ai connu quand j'étais adolescent, j'allais grimper là-haut. Docteur Pétrou, c'est ça ? Docteur Pétrou, alors c'est pas son vrai nom, mais le médecin a vraiment existé. Il aurait pu travailler d'ailleurs avec Jean-Christophe, parce qu'il a fait plein de petits brevets d'invention pour Médecins sans frontières, y compris des sortes de paquets qui permettent de transfuser directement en faisant comme des boulibras, on fait des espèces de bouées gonflables pour les camps de réfugiés. Donc il a gagné beaucoup d'argent. Pétrou, c'est un vrai personnage à la base. Il a gagné beaucoup d'argent, et avec ça, il a acheté des montagnes. Puis à un moment, il voulait faire un hameau modèle. Dont le nom n'est pas indiqué, mais je peux le dire aujourd'hui, s'appelle Pezzamorine. Et à Pezzamorine, donc, vous avez un petit hameau modèle, on est presque à 2000 mètres, et le docteur donc, venait, lui, en hélicoptère, il atterrissait, et moi je le voyais arriver quand j'allais grimper là-bas, à dos, donc avec mes amis, je le voyais arriver, et puis il débarquait avec des magistrats, avec des policiers, avec des avocats. Évidemment, c'est un monde extrêmement occulte, on n'a jamais su ce qu'il faisait derrière les volets fermés de ces chalets. Évidemment, on buvait beaucoup aussi, mais se négocier des contrats, et sûrement beaucoup de contrats illégaux. Il y avait des filles aussi qui passaient par là. Il y avait des filles qui passaient par là. Oui, il y avait des filles qui passaient par là. Donc on est presque dans le monde justement de la mafia russe, là, quelque part, ou de la mafia d'Azerbaïdjan. Et bon, pour moi, étant jeune et ado, c'était une source de fantasmes pratiquement. Et alors, je m'en suis inspiré évidemment pour le livre. Et il y a, pour répondre à la question, quand même beaucoup d'espoir, parce qu'encore une fois, ce sont ces personnages que sont donc Jonathan et puis sa petite amie Elena qui transgressent leur milieu d'origine respectif. Donc lui, encore une fois, qui est berger, qui devient étudiant et docteur en droit international, et c'est une histoire vraie. Et puis Elena, qui est donc issue de la bourgeoisie. Eh bien, ils vont se battre contre leurs origines, mais pas d'une manière semblable. Ils vont se rencontrer sur des combats. Et je pense que peut-être que l'espoir, c'est là-dedans, c'est dans l'engagement pour des questions éthiques. Alors là, en l'occurrence, c'est la lutte contre la corruption et pour la protection de l'environnement. C'est pas simple parce que là aussi il y a des menaces, et je crois qu'il faut avoir des engagements. Jean-Christophe parlait justement du rôle du diplomate. C'est vrai qu'on est tous soumis à des pressions professionnelles, politiques quelquefois, claniques, et en l'occurrence tout ça a été exacerbé quand on est diplomate. Eh bien, il faut défendre aussi des lignes rouges. En l'occurrence, qu'on a fait, je crois, et toi en tout cas, tu l'as fait avec beaucoup de courage à Dakar. C'est la lutte aussi pour les droits de l'homme. Et on s'est battu à des niveaux différents. Et je peux vous dire que c'est pas simple, parce qu'on met notre tête sur l'échafaud pratiquement tous les 15 jours. Parce qu'en face, dès que vous prononcez le mot société civile, pour ne pas dire humanitaire, ou le mot droit de l'homme, vous avez évidemment la Chine, la Russie, l'Iran. Et moi, j'ai trouvé en face de moi à l'ONU des diplomates très jeunes, très agressifs, très bons juristes, qu'ils soient chinois ou russes. Et j'étais estomaqué. On parlait hier soir avec Jean-Christophe de résolution sur les faux médicaments qui permettaient justement de lutter, et c'est passé en 2011 et 2012, contre les faux médicaments qui tuent. Les faux médicaments tuent. Pour la malaria, c'est à peu près 200 000 morts par an, rien que pour l'ingestion de ces faux médicaments. Eh bien, vous avez la Chine qui dit non, votre résolution n'est pas bonne. Ah, pourquoi ?
vous voulez des faux médicaments, ah non, mais vous faites référence aux droits de l'homme, etc. Évidemment, il faut faire participer la société civile, donc tout ce qu'on appelle humanitaire au sens large, à ce genre de résolutions pour les droits de l'homme, contre la drogue, contre la traite des êtres humains, contre l'esclavage, etc. Et donc voilà, je crois qu'il faut se battre pour répondre à la question sur des champs d'espérance que sont justement l'engagement. Alors c'est peut-être demain d'autres combats encore, hein, parce qu'évidemment il y a beaucoup à faire sur le réchauffement climatique, etc. Mais je crois que c'est voilà. Même si le roman est un roman non pas noir mais policier, il y a des clés qui permettent justement de dire que le combat se passe ici, que ce soit la RP niçois ou les droits de l'homme en général, quoi. Il y a une problématique dans ce roman qui est la problématique de l'amour, hein, et de la relation entre Jonathan et Léna, quoi, hein. On se rend compte que finalement, la corruption, le fait que ce soit un monde pourri, ça pourrit aussi leur relation, ça la fragilise, ça la fracture, ça instille tous les jours un petit peu de poison. C'est bien raconté, hein, ce couple qui se délite au fur et à mesure que Jonathan découvre que dans chaque boîte et dans chaque poupée russe, il y a un scandale et une corruption de plus. C'est très bien mené, ça. Est-ce qu'à un moment, je veux dire, ce qui pourrit tout, y compris les relations humaines les plus intimes? Oui, là, ce qui pourrit les relations amoureuses, c'est peut-être moins les combats contre quelque chose que finalement le fait d'avoir transgressé des frontières qui sont les frontières d'origine. Donc, on n'échappe pas tout à fait à son milieu d'origine ou à ses origines tout simplement. Le naturel, évidemment, revient au galop. Et là, quelque part, il laisse une part d'eux-mêmes dans cette transgression, mais en même temps, après, c'est plutôt une fin positive. Donc, ils vont se retrouver et ils apprennent de leurs échecs, de ces ruptures et de ce passage de frontières au pluriel. Donc, c'est là où, alors ça passe aussi par un peu, alors c'est pas du vin blanc, c'est plus du whisky ou du vin de montagne, mais ils apprennent justement sur pas ses erreurs, sur ses failles, sur ses fragilités, sur ses faiblesses. Et donc là, encore une fois, Léna et Jonathan, les deux personnages principaux, ne sont pas d'un bloc, ce sont des personnages avec des failles. En plus, des personnages complexes. Hein, pardon. Des personnages complexes, pardon. Très, très complexes, absolument. Enfin, très complexes, comme peut l'être une union entre deux êtres de deux milieux différents. Mais justement, ils vont se rapprocher, ils vont abandonner un petit peu de leur coquille. Pas de leurs origines au pluriel, mais de leur coquille, quelque part. Donc, ils s'ouvrent quand même à l'autre. Et en même temps, ça passe par cet engagement, on va dire, ou cet espoir, justement. Donc, le chemin est long, mais justement, il reste positif. Il y a un thème que j'aimerais aborder avec vous deux, parce que vous êtes des gens de montagne et qui n'aimez pas beaucoup la ville. Hein. Je veux dire, je pense que ce n'est pas les endroits où vous êtes les plus heureux, Jean-Christophe et Olivier. Alors, dans le roman d'Olivier, il y a un petit acte de purification qui consiste à, quand on a quelque chose à régler ou quand on veut s'aérer, on fait une course en montagne. Et là, on est entre danger et vérité. On se dit des choses. Jean-Christophe, je sais que c'est une des façons que vous avez de survivre dans ce monde de brut. C'est que quand vous en avez plein le roman, vous prenez le sac et vous montez et vous allez courir la montagne avec vos amis ou seul. Qu'est-ce que la montagne et qu'est-ce que les sommets et l'altitude apportent à ceux qui écrivent et à leurs personnages? C'est-à-dire que moi, je suis originaire d'un pays qui n'était pas vraiment la montagne, puisque je suis de Bourges. Vous voyez, alors, point culminant, 120 mètres. Mais c'est vrai qu'un peu sur le tard, d'ailleurs, enfin vers 20 ans à peu près, j'ai découvert la montagne. Et du coup, je me suis rendu compte que, par opposition à la mer, qui m'a toujours fait très peur, je m'y sentais bien. C'est-à-dire, je me sens bien en montagne. Et au fond, à travers ma carrière, en particulier littéraire, j'en ai profité, si je puis dire, pour avoir suffisamment de liberté pour pouvoir m'installer, en effet, à la montagne. C'est une façon de... C'est pas pour fuir la ville, parce que de toute façon, la ville, on en a besoin, mais c'est vrai que je trouve que quand on écrit notamment des romans, l'imaginaire se déploie dans un espace qui peut être, et un espace-temps qui peut être assez éloigné du quotidien. C'est-à-dire que si vous écrivez, j'ai écrit pas mal de romans historiques qui se passent dans des temps lointains. Quand vous avez sous les yeux une ville, vous êtes ramené au présent. Quand vous êtes à la montagne, en particulier chez moi, vous pouvez être à n'importe quelle époque, parce qu'au fond, ça n'a pas beaucoup changé. Et ce qu'on voit de ma fenêtre était la même chose il y a 2 ou 3 siècles, c'était pareil.
Donc, c'est une façon de se situer un peu hors du présent et de pouvoir projeter tout son imaginaire pour ça. Voilà, mais c'est pas non plus une misanthropie. Moi, je suis pas misanthrope. Au contraire. Et alors, le paradoxe de la montagne en tant que sport, c'est-à-dire notamment l'alpinisme ou l'escalade, etc., que je pratique beaucoup, c'est que là, on est au contraire obligé d'être ensemble avec quelqu'un. C'est-à-dire que c'est la cordée, si vous voulez. Hein. L'escalade, ça se fait au minimum à deux, voire à trois. En général à deux. Moi, je pratique ça avec des copains. On avait fait ici même une table ronde quand j'étais président du salon avec des alpinistes. Bon, c'est un des points qui nous plaît justement, c'est que c'est vraiment le contraire de la solitude, l'alpinisme, parce qu'on est obligé, on est même retenu par la corde. Alors Sylvain, qui je fais beaucoup de montagnes, Sylvain Tesson, il a une formule là-dessus. Il dit oui, on est ensemble, mais seulement au relais, et puis le reste du temps, on s'éloigne. Mais enfin. Lui, il est peut-être plus sauvage que moi. Enfin, le fait est qu'on est. Je trouve que c'est un sport qui est le contraire de la solitude. Au contraire, c'est la solidarité, c'est le risque pris en commun. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette pratique et on est un certain nombre d'ailleurs à la partager, notamment ici avec Philippe Claudel, par exemple. Ouais. Qui vient pas mal patrouiller dans nos Alpes là, voilà. Et je pense que ça exerce sur nous tous. Ça n'est pas forcément, ça ne donne pas forcément quelque chose à raconter. Moi, il se trouve que là, je viens de terminer un livre qui paraîtra, je pense, l'année prochaine, qui est un roman qui se passe à la montagne, mais c'est la première fois que j'arrive à en parler, parce que jusqu'à présent, ça m'avait jamais véritablement inspiré directement. Ça fait des années qu'il trotte dans votre univers romanesque, ce roman. Hein. C'est ça, ben oui. En fait, il y avait une sorte de... Enfin, la montagne était une sorte de décor, mais pas de sujet. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à en faire la thématique d'une intrigue, d'un drame, etc. Parce qu'il faut dire aussi que par rapport aux grands livres, aux grandes époques de littérature de montagne, en particulier Frison-Roche, bien entendu, les derniers grands, enfin il y en a eu d'autres, Salter et autres, mais enfin les derniers, enfin ça reposait beaucoup sur la figure du guide, le guide et de la conquête. Hein. Oui, la figure dramatique, un peu sacrificielle du guide, etc. Tout ça, ça a beaucoup changé, parce que le guide aujourd'hui a perdu un peu de sa superbe. Donc c'était pas évident d'arriver à trouver des personnages qui soient et bon, c'est toujours pareil, c'est souvent par hasard. On me racontait une histoire qui m'a servi de déclencheur. Et du coup, je suis parti là-dessus. Mais jusqu'à présent, j'arrivais pas à trouver. C'est vrai que c'était un vrai défi parce que les littératures d'aventure existent, les littératures de mer existent, la littérature de montagne, beaucoup moins. D'ailleurs, c'est les seules réserves que j'ai sur le livre formidable d'Olivier, c'est sur l'équipement, parce que je trouve qu'il faudra qu'on révise un peu, parce que là, tu fais un nœud avec la corde autour du ventre, c'est terminé ça quand même. Il faut lui mettre un baudrier, il faut les... enfin, il y a des mises au point techniques, disons. Non, mais c'est de l'alpinisme à l'ancienne pour Olivier, mais j'en reviens, mais c'est marrant cette histoire de harnais et d'assurance, quoi. Hein, parce qu'en fait, c'est bien ça, hein, c'est un problème d'assurance. La mort de Guillaume, qui est un moment fondateur dans votre livre, qui arrive très vite. Hein. La mort de Guillaume, c'est quelqu'un qui part en montagne avec un escroc et qui coupe sa corde. Tout à la fin du roman, on ne sait pas si Marco, qui emmène Jonathan dans la montagne pour lui parler, ça va pas mal finir. Vous jouez beaucoup sur le fait, et Jean-Christophe en parlait, sur le fait qu'en montagne, quand on s'assure et quand il y a quelqu'un qui est premier de cordée, il tient la vie de l'autre dans ses mains, il donne du mou, il tire quand ça va pas. Il y a ce petit jeu en permanence de qui a la vie de l'autre entre ses mains ou avec la corde dans ses mains. C'est quelque chose que vous filez pas mal dans ce roman. Hein. Il se passe beaucoup de choses à la verticale d'une paroi, y compris chez Jean-Christophe Ruffin, hein, dans votre imaginaire. Hein. Je pense que dans votre prochain roman, ça va se passer un peu comme ça, je crois, non ? Moi, jamais coupé ma corde ni rien du tout. Et puis en plus, non, mais c'est un gendarme du PGHM, là, du peloton gendarmerie d'Haute-Montagne, qui m'avait raconté ça il y a 2 ans.
parlait de ça, ils me disaient que eux, en tant que gendarmes, donc force d'enquête aussi, ils avaient affaire souvent à des questions criminelles, parce que la montagne est un milieu où finalement les accidents peuvent maquiller des crimes. Et il me citait l'exemple, je crois il y a 2 ans, d'un couple comme ça qui partit en montagne et au cours de l'ascension, la jeune femme a fait une chute de 400 mètres et elle n'est pas morte. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital, dans le coma, le mari venait la voir tous les jours, etc. Puis un jour, elle s'est réveillée et elle a dit « il m'a poussé ». En fait, on s'est aperçu que le mari, c'était une tentative d'assassinat. Il est aujourd'hui en prison. C'est-à-dire que c'est vrai que mais en même temps, il faut quand même savoir avec qui on part, quoi. C'est-à-dire que moi, enfin, je sais pas. Vous partiriez pas avec n'importe qui, Jean-Christophe, hein? Non, non. Mais en plus, je pense que techniquement, c'est plus compliqué que ça. Parce que le coup de la corde qui coupe, en fait, ça vient de 1865, la première ascension du Cervin par Whymper. Whymper et ensuite Saussure, c'est ça. Voilà. Non, mais Whymper, Whymper a vaincu le Cervin le premier, mais vous connaissez l'histoire, dans l'auberge en bas, avant de... Donc à Zermatt, il y avait 4 Anglais et qui en ont rencontré 3 autres. Et dont un membre de la famille royale, etc. Et ils ont dit, puisque vous partez demain pour faire cette première ascension, il y avait eu beaucoup d'échecs, on va partir ensemble. Ils avaient chacun leur corde et ils ont relié les 2 cordées par une petite corde légère. Ils sont montés, ils ont réussi à faire la première ascension du Cervin, qui était vraiment un des grands problèmes à l'époque des Alpes. Et à la redescente, il y a un des 3 qui s'était joint à eux, qui a ripé, qui a glissé, et les 3 sont partis dans le vide et la corde qui liait les 2 cordées, en fait, s'est coupée. Voilà. Et il y a eu d'ailleurs plein de films, plein de livres là, sur ce sujet, parce que Whymper, qui faisait partie des survivants, alors que Michel Croz, qui était le guide de Chamoniard, qui fait partie des victimes, Whymper a été accusé, il y a eu un procès, on l'a accusé d'avoir coupé la corde. Voilà. Et donc, périodiquement, cette notion de couper la corde revient, y compris dans le livre d'Olivier. Ah oui, d'Olivier. Et c'est vrai que pour nous, ça a un peu changé cette idée, parce que si vous voulez, on ne se pend pas à une corde. C'est-à-dire que, en fait, quand vous grimpez, vous vous assurez à une corde. Mais c'est difficile à expliquer, mais l'idée de couper la corde signifierait que vous êtes suspendu. Alors, il y a ça dans des films aussi récemment et tout ça. Moi, ça m'a toujours paru... D'abord, si je devais couper une corde, je la brûlerais. Je prendrais un briquet, parce qu'aujourd'hui, c'est des cordes en nylon. Donc, c'est pas la peine de s'emmerder avec un couteau. Vaut mieux la brûler. Je te le dis, si jamais... Mais c'est pas simple. Je veux dire, c'est pas simple de tuer quelqu'un comme ça. Vraiment. Il va falloir qu'on mette quelque chose au point, mais c'est pas... Ça m'a pas convaincu dans le livre. D'accord. Alors chez Olivier, il y a quand même... Ça s'est passé au relais, en fait. Voilà, c'est ça. Non, mais l'histoire, pour rebondir sur Jean-Christophe, là, c'est que, d'une part, c'est vrai que l'alpinisme et la montagne vous apprennent d'abord la solidarité, et puis deuxièmement, la modestie, l'humilité. Est-ce que quand on vit en montagne, souvent on y va l'été ou pour évidemment faire une paroi, etc., puis on redescend. Mais quand on vit en montagne, je peux vous dire que c'est quelquefois angoissant. Et la montagne l'hiver, par exemple, quand on vit jamais au sommet, on vit souvent à mi-hauteur ou en bas. Ça peut être humide, ça peut être mal éclairé. Le soleil tombe vite, même l'été. Montagne où ma famille habite, il fait nuit très tôt, même au mois d'août. Le soleil se couche très tôt. Et ça peut être une chose de rappel des origines. C'est-à-dire que, oui, du coup, il y a la modestie, il y a l'humilité, etc. Et moi, la petite expérience que j'ai eue par rapport à la montagne, j'en ai fait un papier dans l'IB il y a 1 an ou 2, parce qu'on m'a demandé de faire une chronique sur la montagne, c'est que j'avais fait un sommet, là, puis à un moment, en haut du sommet, il y avait donc une sorte de faille entre les 2 parois du sommet. On était sur quelques mètres carrés. Et puis l'ami avec qui j'étais m'a dit, si je te poussais, mais en rigolant évidemment, c'est un truc qu'il ne faut jamais dire. Parce qu'évidemment, j'avais confiance en lui, mais on se dit, oui, pourquoi pas, effectivement. Et j'en ai fait un papier, sans trahir, sans donner son nom, ça reste un ami. Mais voilà, c'est tout d'un coup l'interrogation, qu'est-ce qui se passe si?
Il y avait non pas un accident, mais quelque chose, on dérape, ou un coup de folie, ou pourquoi pas, etc. Et voilà, donc là, c'est une source aussi d'inspiration et de romans. Mais là, je rebondis sur ce que disait Jean-Christophe. Ce qui est important, c'est la confiance. On est assuré à une corde, on est assuré aussi symboliquement. Quelquefois, on peut trembler parce qu'on est fatigué ou on ne se sent pas capable de passer un passage, etc. Et ça donne un rapport très fort entre les gens. Et je suis parti très longuement, là, avant le confinement, en montagne, en Himalaya. Et c'est au Népal, dans un ancien royaume qui s'appelle le Mustang. On va en faire un livre qui va sortir dans un an ou deux, puis on a fait un film. Et la personne que j'accompagnais est un aveugle. Et cet aveugle avait connu le Mustang, ce royaume perdu au fin fond de l'Himalaya. C'est derrière, en fait, les Annapurna. Il faut passer des cols. Et après, on est sur des plateaux à 5000. On n'est pas loin de la Chine, mais c'est totalement isolé. Puis ça coûte assez cher en permis de trekking. Et il s'appelle Gérard, donc, qui est pharmacien, a perdu la vue, mais il avait connu ce petit royaume il y a longtemps, enfin, il y a une dizaine d'années. Et moi, j'étais censé l'accompagner. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on avait deux guides, dont le prince, d'ailleurs, c'est très chic, le prince du Mustang, de cet ancien royaume. Eh bien, c'est Gérard qui m'a expliqué son royaume, son Mustang. Il a extrapolé. Il a imaginé. Alors, quand on est aveugle, il m'a expliqué, il n'y a pas de gradation, ça ne se passe pas de 10 à 100%, c'est simplement qualitatif plutôt. Il me dit, je vois quand même des ombres, je vois vraiment s'il fait jour, je vois les sommets, etc. Et donc, il m'expliquait. Donc, il sentait les odeurs, il entendait tous les bruits, les pas, etc., ce que disaient les paysans, les bergers qu'on croisait. Et finalement, c'était moi l'accompagné. Et c'est lui qui me guidait finalement sur ce mois de trekking, de marche jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Donc voilà. Et c'est pour dire que quand on est en montagne, tous les sens sont engagés. Il y a l'ouïe, il y a la vue, il y a le sixième sens peut-être, il y a la déduction, l'anticipation. Et voilà, pour moi, j'ai beaucoup appris grâce à cet aveugle. Et j'ai vu les paysages différemment grâce à un aveugle. Donc voilà. Merci Gérard. Alors, la montagne, ça peut être l'endroit du crime parfait, quoique Jean-Christophe, vous nous dites que non. Hein, je veux dire, on peut se réveiller d'un coma, quoi. Donc c'est l'endroit du crime parfait. C'est un endroit assez, c'est la verticalité, les jeux d'ombre, le temps qui change très vite en montagne. C'est un décor de rêve pour planter un décor dramatique, enfin en soi, quoi. C'est un décor de cinéma. Dans Le Flambeur de la Caspienne, votre dernier roman de la saga Aurel Timescu, il y a cette idée de forteresse. C'est ce pays de forteresse. Hein. Aurel Timescu découvre que c'est un pays qui est truffé de forteresses ottomanes. Hein, je crois que c'est ça. Et c'est un peu le nœud. Alors, on va pas tout dévoiler parce que c'est quand même deux romans, sinon policiers, en tout cas, c'est à la fois des thrillers politiques et des thrillers comment dire, juridiques. Qu'est-ce qui se noue autour de cette forteresse où la femme de l'ambassadeur a finalement trouvé la mort? C'est-à-dire que l'Azerbaïdjan et le Caucase en général sont des pays de guerre. En fait, pendant des siècles et des siècles, il y a eu des combats, des invasions, etc. Donc il y a des forts qui ont été construits un peu partout, des forteresses médiévales, enfin, plus ou moins bien conservées. Là-bas, elles le sont très bien. Et c'est vrai que ce sont des endroits qui sont à la fois des endroits de montagne, puisque c'est un pays montagneux, hein, c'est un pays, on peut faire du ski là-bas, et en même temps avec ces ouvrages de guerre. Donc, moi j'ai utilisé ça parce que c'est compliqué d'en parler, parce que moi c'est clairement un roman policier. Donc, si vous voulez, en fait. Bon, si on veut garder un peu de fraîcheur à la lecture, enfin, vaut mieux pas trop raconter le truc. Mais ce qui est vrai, c'est que cette femme, il y a deux. L'enquête d'Aurel se concentre sur ce couple, si vous voulez, et que cette femme est attirée dans un piège. Un guet-apens. Voilà. Et donc ça se passe dans cette forteresse. Juste un mot par rapport à la mort sur la montagne. Il y a un truc idiot, mais ça peut être une idée. Hein. C'est arriver au sommet, on se relâche toujours. Alors que le danger, c'est généralement la descente. Hein, c'est souvent là que c'est dangereux. Et les sommets, c'est souvent tout petit. Hein, c'est souvent grand comme même pas la Seine, la moitié, le quart, etc. Et vous connaissez l'histoire de Catherine d'Estivelle qui arrivait au sommet, c'était en Patagonie, je crois. Et son compagnon de cordée lui dit, on va prendre des photos. Et puis, mais recule-toi un peu. Voilà. Et elle a fait 200 mètres de chute.
parce que recule-toi un peu, il n'y avait rien derrière et elle est tombée. C'est ce moment où on se relâche un peu. Hein. C'est un moment où on se relâche et c'est la caractéristique de ces milieux, c'est qu'on ne peut pas et on ne doit pas se relâcher. Mais moi, je me rends compte qu'en fait, la montagne, jusqu'à présent, je n'avais jamais écrit véritablement sur la montagne, mais la plupart de mes livres, quand même, se déroulent plus ou moins à la montagne. C'est-à-dire que même si ce n'est pas le cœur du roman, dans celui-là, c'est le cas. C'est-à-dire que, et je pense que c'est lié aussi au fait que les peuples de montagne sont très particuliers. Il y a une psychologie des peuples de montagne. J'ai écrit sur l'Éthiopie, par exemple, qui sont des peuples qui ont cette habitude, justement, comme tu le disais, d'affronter des conditions très dures. Et c'est vrai que ce sont des milieux qui imposent des contraintes à l'humanité, aux humains qui vivent dans ces milieux, des contraintes très fortes. Si vous n'avez pas fait rentrer le fioul, le bois, tout ce qu'il faut avant qu'il commence à neiger, vous êtes vraiment en danger, quoi. Et tous ces lieux sont des lieux qui, d'un point de vue symbolique, sont très riches. Voilà. Moi, j'ai situé beaucoup de livres là-bas. Et l'Azerbaïdjan, c'était pour moi l'un d'entre eux. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est un pays pétrolier, donc là, disons que la montagne est un peu au second plan. Second plan. Après l'arrière-pays, Olivier Weber, qu'est-ce que vous avez dans vos cartons? Parce que vous êtes un hyperactif, qui a toujours 3 ou 4 projets en route. Le roman, c'est pas votre premier, mais vous êtes aussi un grand biographe. Vous êtes intéressé à Ella Maillard. Vous avez toujours plusieurs fers au feu. Un nouveau roman déjà sur la table. Le prochain, c'est un essai, c'est un voyage que j'ai fait. J'ai failli rester d'ailleurs là-bas parce qu'on était bloqué avec le confinement en Syrie avec les Kurdes. Et ça s'appelle Si je t'oublie Kurdistan. Moi, ça fait à peu près 30 ans que je vais dans cette zone, cette entité qui s'appelle le ou les Kurdistan. Donc c'est la Syrie, l'Irak et l'Iran. C'est pas très très loin d'ailleurs de l'Azerbaïdjan. Et je fais une parenthèse, moi j'ai adoré le livre de Jean-Christophe parce qu'on apprend beaucoup de choses sur l'Azerbaïdjan, mais aussi sur la diplomatie. Et le personnage de Rel est extraordinaire de richesse et de renversement. Et donc là sur le Kurdistan, j'y suis allé plusieurs semaines là, donc dernièrement, et je suis fasciné par le combat des Kurdes hommes, les Peshmerga, et les Kurdes femmes, les Peshmergat, comme on dit entre nous, parce que c'est un pays, on peut dire que c'est un pays, parce qu'en 1918, ils ont failli avoir l'indépendance, après les différents traités qui ont suivi l'armistice de 1918, et les Occidentaux se sont rétractés. Mais vous avez dans ce Kurdistan des droits de l'homme, des droits de la femme, des associations, les femmes ont tous les droits. Vous avez des femmes qui travaillent, des femmes qui combattent, etc., que ce soit en Irak ou en Syrie. Et moi, j'ai été fasciné d'y retourner donc, dernièrement. Donc voilà, ça s'appelle Si je t'oublie Kurdistan. C'est à la fois un récit de voyage et puis un essai. Je ne vous cache pas que l'un des grands chefs de Daesh aujourd'hui, d'État islamique, était en face de nous, là, pratiquement en face de la place. Là. Moi, j'étais avec les Kurdes. De l'autre côté de la rivière, il y avait les combattants de Daesh. Et à côté, il y avait les soldats d'une armée de l'OTAN, qui s'appelle l'armée de Turquie. Donc Erdogan, le président turc, soutient, instrumentalise, il fait libérer de prison des combattants de Daesh pour les mettre soit en Libye, il y en a 2000 mercenaires de Daesh payés par l'État turc, soit en Syrie. Donc voilà, donc c'est un peu le petit jeu dangereux d'Erdogan contre la Turquie. Voilà. Et après, donc, il y aura le livre sur le Mustang, mais dans 2 ans. Sur le Mustang. De belles perspectives. Jean-Christophe, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2018, pour le début de la saga Aurel. Et vous m'avez dit, une trilogie, ce serait déjà pas mal. Et moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous arrêter là et que Aurel va continuer à voyager. Un jour, il reviendra peut-être diplomate en Europe, dans des pays plus policés, où on s'attendra peut-être pas à trouver Anguille sous roche, non il a déjà une feuille de route, Aurel, ou pas encore? Ou est-ce qu'il ne sait pas encore où la DRH va l'envoyer? Non, mais c'est-à-dire que le DRH, c'est moi. C'est-à-dire qu'il faut que je choisisse. Là, j'étais en janvier-février, j'étais en Amazonie. Là, j'ai fait, quand c'était encore possible, et juste avant que l'hécatombe qu'on a vu là, récemment, j'ai fait la descente de l'Amazone, et je me disais que mettre Aurel avec les piranhas, là, lui faire bouffer un orteil ou deux, ça pourrait être sympa. Donc, on va voir. Mais le problème que j'ai avec ces séries, c'est que
ça fait longtemps que j'ai envie de faire une série, d'avoir un héros récurrent et tout. Et je me souviens que j'avais des discussions comme ça avec feu Gérard de Villiers, auteur de SAS, que tu as dû connaître aussi, que je trouvais très, très drôle et très... il était complètement fou, mais il était très drôle. Très bien documenté, hein, par ailleurs. Très documenté, oui, oui. Et moi, j'avais eu le prix Goncourt en 2001. Et quelques années plus tard, 2-3 ans après, il m'a contacté pour que je reprenne les SAS. Il m'a dit, j'en ai ras-le-bol. Il avait une formule, il disait, je suis enchaîné dans une mine d'or. Parce qu'effectivement, ça lui rapportait beaucoup d'argent, mais il en avait marre, il en faisait 4 par an. Et il m'avait dit, j'aimerais bien que tu continues. Et je lui avais expliqué que c'était compliqué quoi, d'avoir, vous voyez, le prix Goncourt, puis c'est les SAS, c'était compliqué. Mais qu'en même temps, l'idée d'avoir un personnage récurrent me plaisait beaucoup. Et c'est vrai que ça faisait des années que j'avais envie. Et lui, il m'avait dit, d'ailleurs, bon, ça fait 30 ans que je récure, j'en ai marre. Tout. Enfin bref. Mais le personnage récurrent, c'est au fond un double et un compagnon. Et j'avais envie de ça. Mais en même temps, le vrai problème, c'est que ça occupe... Enfin, si on ne le fait pas sous un pseudonyme, ce que j'aurais en fait probablement dû faire, ça crée une espèce d'ambiguïté. Il y a des lecteurs qui me suivent pour d'autres types de livres, qui sont un peu déroutés avec ceux-là, etc. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que Aurel acquiert sa vie, quoi, que ça soit un peu comme... vous savez, dans le temps, il y avait Éric Laurent qui écrivait aussi sous le nom de Cécile Saint-Laurent quand il faisait les Caroline Chéri, ou Maigret, les romans durs de Simenon. J'aimerais bien que Aurel acquiert un peu sa vie propre, quoi. Et puis que moi, je puisse faire autre chose. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais je vis avec lui. Et c'est vrai que ce que j'aime dans ce personnage, si vous voulez, c'est qu'il me permet d'éclairer un peu le monde contemporain. Moi, j'ai beaucoup écrit sur le passé. Écrire sur le présent, c'est difficile. C'est difficile parce que vous connaissez ce dessin de Sampé où on voit un peintre comme ça devant la mer et qui dit « j'y arrive pas, ça bouge tout le temps ». Et en fait, le présent, c'est pareil. Présent, pour un romancier, c'est compliqué parce que le présent, ça bouge tout le temps. Et donc, arriver à écrire sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas facile. Et grâce à ce subterfuge en fait, d'Aurel, finalement, j'y arrive et c'est très intéressant pour moi parce que ça me permet à chaque fois de mettre l'accent sur un problème, mais au lieu de faire une thèse, d'exposer les trucs de façon comme ça, ex cathedra, moi je crois beaucoup à la puissance du roman, parce que si vous suivez quelqu'un d'aussi inoffensif en apparence qu'Aurel, sans douleur, vous entrez dans la connaissance de choses que vous ignorez complètement. C'est-à-dire qu'on ne vous demande rien, on ne vous demande pas de savoir ce que c'est que l'Azerbaïdjan ou autre, vous allez le savoir comme lui, en arrivant et en découvrant. Voilà. Et je trouve que c'est très puissant comme manière justement de manier des idées, parce que plus ça va, plus j'ai du mal à lire des livres qui sont des livres didactiques. Vous voyez, là, les essais, les trucs comme ça, politiques et tout, ça m'ennuie, j'y arrive pas. Et je trouve qu'un roman, c'est une façon de vous faire entrer comme ça dans des mondes que vous ne connaissez pas et qui est beaucoup plus séduisante, et y compris pour celui qui écrit. Merci Jean-Christophe, merci Olivier. On arrive au terme de cette petite heure qui a passé très très vite. Hein. C'est dingue quand des auteurs ont un tel univers et qui sont aussi prompts à nous les raconter, à nous les faire partager. Alors le Flambeur de la Caspienne et l'arrière-pays, je vous les conseille. Moi j'ai passé vraiment un bon moment et pourtant en ce moment mes nuits sont chargées en lecture. Ça fait partie de mes coups de cœur de la rentrée, voire de l'été, puisque j'en ai démarré un cet été au milieu de mes vacances. Je vous les conseille. Ils sont en dédicace. Profitez-en avec ces temps qui sont un peu durs où tout est contraint. Et puis j'ai envie de vous dire que le livre sur la place, c'est ça aussi, mais c'est aussi un endroit où on peut acheter des livres. Alors moi, j'ai aucune commission dans le monde de la librairie indépendante, mais je la soutiens avec force et avec cœur. Et j'y vais moi-même faire mes courses. Donc les libraires indépendants sont là et ils sont à votre service pour vous faire découvrir des bouquins super sympas. Ceux-là en font partie. Merci Jean-Christophe, merci Olivier, c'était vraiment une joie. À tout bientôt.